Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet exo de colle numéro 7 et nous allons attaquer cet exercice. Pouvons-nous truquer 2D tels que la somme des résultats soit une variable de loi uniforme sur 2 12, tous les entiers entre 2 et 12. N'hésitez pas à faire une petite pause avant de voir une solution quelconque pour y réfléchir un petit peu avant que je me lance. Bon, là pour cet exercice, il n'y a pas vraiment de contexte vraiment historique à ce truc-là, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire. La seule chose que je vais dire, c'est que je ne vais pas faire une preuve naïve, c'est-à-dire dans le sens où je vais poser des probabilités, enfin je vais noter des probabilités évidemment, parce que bon, faut étudier les choses, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas étudier quelle est la probabilité d'obtenir 2, d'obtenir 3, d'obtenir 4, et puis essayer de montrer que on n'a pas la possibilité d'avoir une loi uniforme dessus comme cela, en faisant... on va utiliser plutôt un argument algébrique qui va me permettre de montrer que, en fait, donc la réponse à cette question, qu'en fait, c'est impossible de truquer donc 2D de façon à ce que la somme des résultats soit une variable de loi uniforme. Voilà. Donc, et cet argument algébrique va essentiellement se baser sur des choses autour des polynômes. Voilà. Donc, c'est parti pour la résolution. Donc la résolution, pour la résolution, on va se baser essentiellement sur les fonctions génératrices des lois données par chacun des D, donc chacun des résultats de D. Donc si on note x1 et x2, donc je sais pas, on va mettre de manière générale xi. Donc si on note xi, la variable correspondant au résultat, correspondant, pas de E, pardon, donc correspondant au résultat du DI, au résultat du DI lors d'un lancer, donc si je note ça, je peux définir la fonction génératrice. Donc la fonction génératrice, pour rappel, ça par contre, c'est peut-être bien de le rappeler, donc Gx de t, alors on peut l'écrire de deux manières différentes, donc sachant que x est une fonction dans les... Enfin, c'est une loi qui est à valeur dans les entiers naturels. Je vais peut-être l'écrire, parce que sinon les fonctions génératrices, on peut généraliser les fonctions génératrices dans z, mais normalement le cadre classique vu en prépa, c'est les entiers naturels, donc on peut se restreindre là-dedans, en effet, puisque les xi de oméga, c'est des valeurs qui vont être comprises entre 1 et 6, vu que c'est des résultats de D. Donc c'est plutôt égal, devrais-je même dire. Xi d'oméga c'est ça, et c'est inclus dans les entiers naturels, donc c'est ce qui me permet de, en effet, parler de cette fonction génératrice. Alors la fonction génératrice, je peux l'écrire comme étant l'espérance de t puissance x. Ok, donc ça c'est une façon de le définir, de manière un peu théorique. Et puis un petit peu plus concrète, ça revient à écrire la somme sur tous les entiers naturels, ou tous les entiers dans Z, si on travaillait dans Z, donc ça va être plutôt même une série, de la probabilité que x égale n fois t puissance n. D'accord? Donc c'est juste pour rappel, qu'est-ce que c'est la fonction génératrice? Donc la fonction génératrice d'une variable, c'est ça. Et donc là en particulier, si je regarde la fonction génératrice de x1, je peux noter P1, la probabilité que le D1 me donne 1, donc P1 fois T, plus P2 fois T2, jusqu'à P6 fois T6. Et donc on peut voir qu'on peut mettre T en facteur si on veut, donc T fois P1 plus P2 T plus blablabla plus P6 T5. Gx2 de la même manière, en notant Q1 jusqu'à Q6
les différentes probabilités pour les différents résultats du D, je vais obtenir T fois Q1 plus Q de T plus blablabla plus Q6 T5. Très bien. Alors notons que les 2D peuvent tout naturellement, on peut supposer tout naturellement que les 2D donnent des résultats indépendants l'un de l'autre. Okay, ça paraît logique par rapport à la situation. Donc, quand on a indépendance, il y a une propriété assez sympathique qui est vérifiée par les fonctions génératrices, c'est la suivante. Si je fais gx de x1 plus x2 de t, eh bien ça revient à la même chose que le produit. Donc la fonction génératrice de la somme de deux variables qui sont indépendantes, eh bien ça va être le produit des fonctions génératrices de chacune des variables. Donc on va avoir ceci. Et donc je continue à avancer et on va obtenir donc t carré fois un premier polynôme. Bon, si vous voulez, je peux simplifier un peu les choses en disant, bah, ce truc-là, juste pour simplifier un peu les écritures, ce truc-là, je vais l'appeler P de t, et puis ce truc-là, je vais l'appeler Q de t. Donc on a t carré fois P de t fois Q de t. Très bien. Bon, alors supposons donc, comme je vous l'ai un peu énoncé dès le début, ça va être le résultat est négatif pour cette question. Donc supposons que c'était possible. Donc c'est-à-dire que la fonction génératrice de la somme donne une loi uniforme sur 1/12. Alors si en effet la fonction somme, donc somme c'est x1 plus x2 justement, si cette fonction somme suit une loi uniforme sur 2/12, bah, ça veut dire que la probabilité que S égale I, bah, ça va être de 1 sur 11, puisque là, on a 11 possibilités entre 2 et 12. 12 moins 2 plus 1. Donc, la probabilité que S, la somme, soit égale à une des valeurs comprises entre 2 et 12, elle est de 1 sur 11, pour le reste ça vaut 0. Ok. Et donc la fonction génératrice de la somme se calculerait. Supposons. Donc la fonction génératrice de la somme se calcule. Et allons-y, calculons-la. Hop. Alors, je passe un peu pour avoir de la place. Ok. Donc, la fonction génératrice de la somme, eh bien, ça va être la somme pour i allant de 2 jusqu'à n, pas n, pardon, 11, 12, pardon, même, de la probabilité que S égale I, c'est 1 sur 11, fois t puissance I. Et donc là, on voit qu'on a affaire à une somme de termes géométriques, hein, et le résultat, ça va nous donner 1 sur 11. Alors on peut mettre t carré en facteur, et nous allons obtenir t puissance 11 moins 1 sur t moins 1. Alors je vous rassure tout de suite, hein, ce résultat, c'est bien un polynôme, hein, c'est juste que je l'ai écrit de manière un peu plus compacte, mais ce truc-là, c'est bien un polynôme. Je sais pas, je peux l'appeler R de t. C'est bien un polynôme. Donc je sais pas, on peut dire non, R crochet x ou R crochet x. Voilà. Okay, donc faut pas avoir peur de ça. Bon. Et en fait, la contradiction va venir des racines, en fait. Si on regarde de plus près ce qu'il en est des racines de chacun des polynômes, donc si je regarde par exemple les racines de R que je peux déterminer assez facilement, donc racine de R, les racines de R, bon d'accord j'ai 0, mais oublions, R, pour moi R c'est ce que j'ai juste entouré. Le t carré, on est d'accord, il se simplifie des deux côtés. Et puis, pour que les degrés coïncident, ça peut-être faudrait que je le dise, le degré de... Je vais peut-être faire ça d'abord.
le degré de GS, c'est égal à 12. Et les degrés de P et de Q étaient plus petits ou égal à 6. Alors pourquoi plus petit ou égal à 6 ? Il se pourrait que la probabilité de 6 donne 0. Donc la probabilité que le premier dé donne 6 donne 0, ou que la probabilité du deuxième dé vaut 6 est égale à 0. Mais si l'une des deux est égale à 0 en 6, eh bien la somme des degrés ne donnerait jamais 12. Donc, comme le degré de GE de S, en fait, ça revient au degré de P plus le degré de Q, bon ça implique que le degré de P est égal au degré de Q, qui est égal à 6. Donc, autrement dit, la probabilité d'obtenir 6, elle est non nulle. P6 et PQ. Alors, P6 et Q6, c'est ça que je veux dire. Hop, on va y arriver. Donc, P6 et Q6, non nuls. Bon, c'est bien de le dire quand même, parce que du coup ça affirme... Ah oui, il faut que je fasse attention à mes notations là. Ouais, plus 2. Et là ici nous avions 5 plutôt. Donc les degrés des deux polynômes c'est degré 5. Désolé, je m'avance un peu trop haut là. Voilà, désolé, je me corrige. Donc voilà, le degré 5. Bon, je vais y revenir plus tard, mais ça va avoir une utilité. D'abord je vais regarder les racines maintenant de R. Donc racine de R. Donc qu'est-ce qu'on peut dire des racines de R ? Les racines de R, en fait, c'est les racines énièmes. Donc c'est les racines onzièmes de 1 avec 1 exclu. En effet, si vous regardez bien, là, si vous résolvez ce truc-là, il faut que t soit différent de 1, mais que t puissance 11 moins 1 donne 0. Donc ça veut dire que t puissance 11 égale 1. Donc c'est les racines onzièmes de l'unité, sauf 1. Mais ces racines onzièmes de l'unité, eh bien, ce sont des éléments qui sont tous complexes, non réels. Donc ça, ce sont des éléments qui sont disons que cet ensemble de racines est inclus dans les complexes non réels. Autrement dit, là, toutes les racines de ce polynôme sont des racines complexes, et donc ça veut dire que il n'y a pas la possibilité de scinder par des polynômes juste de degré 1, il va falloir scinder que par des polynômes de degré 2. Donc voilà, ok. Et puis de l'autre côté, si je regarde les racines de P, alors je peux dire quelque chose sur les racines de P et de Q. Et la chose que je peux dire, c'est la suivante. Les degrés sont impairs, donc degré de P est impair. Et c'est dans R couché X. D'accord ? Donc c'est un polynôme à coefficient réel qui est de degré impair. Eh bien, je peux vous affirmer qu'il existe alors une racine réelle. Alors, comment ça se prouve ? Ça se prouve via l'application du théorème des valeurs intermédiaires, TVI. Parce qu'un polynôme, c'est une fonction continue. Si je regarde la limite en plus infini, disons que le polynôme il est unitaire. Donc au pire, je divise tout par P6 si je veux. Donc si je suppose que le polynôme est unitaire, donc le terme devant x puissance 5 vaut 1, la limite quand x tend vers plus infini, ça va être plus infini. La limite quand x tend vers moins infini, ça va être moins infini. Et puis, la fonction est continue. Donc, application du TVI, il y a donc une racine. Ok ? Et du coup, si je disais, si en effet je disais que, donc c'est la supposition, si je disais que G de S est égal aussi à ça, ça voudrait dire que ce polynôme a des racines réelles. Contradiction. Et voilà l'argument algébrique, un argument plutôt sympa et bien algébrique qui explique pourquoi on ne peut pas donc truquer 2D tel que la somme des résultats soit une variable uniforme. Donc je le redis, on pouvait chercher à résoudre la chose de manière un peu plus naïve, au sens où j'aurais mis pareil, P1 jusqu'à P6, Q1 jusqu'à Q6, puis j'aurais calculé les différentes probabilités d'obtenir 2, 3, etc., 12, et arriver à une contradiction à un moment donné, en résolvant un petit peu ce système.
On aurait pu faire comme ça. Mais bon, je trouve que c'est plus intéressant ce côté algébrique, là, cette résolution un peu plus algébrique, qui peut être un peu étonnante, parce que bon, bah voilà quoi, bah, on n'a pas l'impression, en voyant cette question, qu'on pourrait avoir affaire à des choses liées à des polynômes, quoi. A priori, ça n'a pas forcément de lien l'un avec l'autre, et bah finalement, si. Et voilà, il faut savoir qu'en mathématiques, il y a les différentes thématiques qui sont abordées en mathématiques peuvent être liées les unes les autres, au sens où certaines choses qui s'expliquent en algèbre peuvent expliquer des choses en probabilité, et inversement, des choses qui peuvent s'expliquer en probabilité peuvent expliquer des choses en algèbre. C'est un peu moins facile de trouver dans le sens, mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'il y a des interactions, ok, et pas que entre ces deux domaines, hein, entre l'analyse et tout ça, ok. Et voilà, bah voilà un exemple, je trouve, assez flagrant de cette interaction. Bon, certes, c'est un exercice classique que peut-être vous avez eu la chance de déjà voir, mais je trouve que c'était intéressant de le reproposer ici, dans ce cadre de vidéo, d'exo de colle, parce que, bah voilà, parce que même si c'est un exercice classique, je trouve que c'est un exercice qui reste pour le moins assez intéressant, et je pense que c'est un des exercices qu'il faut savoir manipuler, enfin en tout cas avoir le genre de mentalité dans laquelle, quand on travaille de la probabilité, il faut penser aux fonctions génératrices. Je trouve que voilà, c'est en cela que cet exercice-là me paraît vraiment avoir sa place dans les vidéos que je propose. Donc. Bon voilà, vidéo plus courte que les autres fois, bah au moins c'est bien, ça compensera un peu le temps que j'ai passé pour d'autres exercices, très bien. Donc comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis bon, bah si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager. Et puis sur ce, bah, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour l'exo de colle numéro 8. Allez, salut à tous!